je vais vous parler de la nécessité et de l'intérêt que représentent en nous les forces de destruction, et ce qui n'est pas forcément a priori quelque chose qu'on trouve bien. Et en fait, je vais vous dire des choses que plein d'autres gens ont dit. Francisco Varela, René Roussillon, les neurobiologistes, etc. Mais bon, je vais vous le transmettre à ma manière, d'une façon brève. Hein. Bon, alors donc, je vais vous donner des exemples indiquant que finalement nos forces de destruction, c'est pas pour rien qu'elles sont là, quoi. Premier exemple très simple qui va vous venir tout de suite à l'esprit, c'est si on veut digérer quelque chose, manger quelque chose, digérer quelque chose, eh bien on est obligé de le détruire. C'est-à-dire on va le mastiquer, le transformer, le tremper dans un bain d'acide, etc., pour en démolir les composants. Et c'est seulement en ayant détruit ce qu'on est en train d'ingérer qu'on va pouvoir le faire sien, hein, que ça soit utile à notre propre survie. Si on ne l'a pas détruit, imaginons qu'on ne le détruit pas. On a une pomme, on l'aime cette pomme, on ne va pas la casser, la détruire, etc. On l'avale tout rond, ben c'est pas possible, quoi. Hein. Il va falloir qu'on la détruise. Et si l'estomac ne la détruit pas, ça va être un corps étranger qui sera à l'intérieur de nous, qui nous rendra malade, et même éventuellement gravement malade, ou que le corps enquistera. Hein. Ben, c'est intéressant de savoir qu'on ne peut faire passer quelque chose de l'extérieur à l'intérieur qu'à condition de le détruire. Et du coup, là, on pourrait dire que Thanatos, la puissance de destruction, est utile et nécessaire. Et vous verrez, ensuite on y reviendra tout à l'heure, que au point de vue psychologique c'est la même chose, que ce qui fait traumatisme c'est ce qui n'a pas pu être digéré, détruit à l'intérieur de soi et retransformé. Donc la digestion nous montre l'exemple type du fait qu'on a impérativement besoin des forces de destruction pour pouvoir survivre. Un autre exemple, moins connu mais très intéressant à comprendre, c'est que quand on perçoit quelque chose, on regarde quelque chose, on perçoit quelque chose, on a l'impression qu'on sait ce que c'est que cet objet qu'on est en train de regarder. En réalité, si on voit comment ça se passe au niveau du cerveau, le cerveau il dispatche les éléments de la perception dans différentes zones. Il y a une zone pour la couleur, une zone pour la forme, une zone pour le mouvement. Il dispatche, donc il détruit la perception en la mettant dans plusieurs zones, et ensuite il la reconstitue en faisant une représentation. Autrement dit, ce qu'on perçoit, dont on a l'impression que c'est purement extérieur, en réalité c'est une représentation intérieure qui a été issue de la destruction de cette perception et de la reconstruction de cette perception. Et cette perception, pour devenir une représentation, il faut deux choses. Il faut d'une part qu'elle soit détruite et reconstruite en représentation, et d'autre part, il faut que cette représentation puisse avoir un espace interne qui l'accueille, c'est-à-dire qu'elle soit dans un contexte général du cerveau qui l'accepte. Sinon, soit on ne perçoit pas la chose, soit ça devient une perception traumatique. Je vais vous expliquer. Exemple. Si vous voyez les Inuits, ils vont vous dire qu'il y a des tas de couleurs de la neige et qu'elles sont différentes et qu'elles sont significatives de telle et telle situation. Donc, leur représentation de la neige s'intègre dans un contexte général où ils peuvent la raccrocher à plein de choses. Si nous, on a la représentation de la neige, on dit « ouais, elle est blanche ». Bon. Point barre, quoi. C'est-à-dire que dans notre contexte général, eh bien, il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas parce qu'on n'est pas prêt à le percevoir, parce que notre intérieur n'a pas le contexte général pour le percevoir. Donc ça, c'est très intéressant, cette idée de représentation qui a besoin d'être reconstruite, parce que il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas percevoir si on n'a pas pu détruire ce qui nous arrivait et le reconstruire à l'intérieur de nous, ou si ça a été trop brutal et donc on n'a pas eu le temps d'en faire quelque chose. Si ça a été trop brutal qu'on n'a pas eu le temps d'en faire quelque chose, on n'a pas eu le temps d'en faire une représentation,
mais malgré tout, on peut supposer qu'il y a une sorte de proto-représentation, puisqu'il y a de l'affect. Si un enfant est abusé sexuellement par un adulte, d'une certaine manière, c'est incompréhensible dans son contexte interne. Il ne peut pas vraiment l'intérioriser, il ne peut pas vraiment, à la limite, même pas se le représenter. Et pourtant, il y a une sorte de proto-représentation, puisqu'il y a cet affect de terreur devant quelque chose d'incompréhensible. Donc c'est à creuser, cette idée de représentation. La nécessité de détruire ce qui vient de l'extérieur afin de le reconstruire en représentation interne pour en faire quelque chose d'utile et d'utilisable. Et là, bien sûr, on commence à percevoir le travail psychanalytique. Premier exemple, donc la digestion, où il est nécessaire de détruire pour pouvoir digérer. Deuxième exemple, la représentation, c'est-à-dire qu'en réalité, la perception n'est jamais directe. Alors ça peut faire penser à tous ceux qui disent que le réel est inaccessible et que la seule chose qui est accessible, c'est la réalité interne. Troisième exemple, c'est l'apoptose. Vous connaissez peut-être l'apoptose, je vais vous en dire que 2 mots. L'apoptose, c'est le processus dans lequel il y a les cellules du corps qui déclenchent leur autodestruction au moment où c'est nécessaire, en réponse à un signal. Un peu comme s'il y avait un signal qui leur disait « Bon, c'est le moment de te suicider ». Et donc, on a pu appeler ça le suicide des cellules. Donc, il y a en nous, assez régulièrement, des signaux qui indiquent « Détruis-toi, c'est nécessaire ». Et donc, les cellules se détruisent. Et pourquoi c'est nécessaire ? Bien, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. La main, au départ, quand elle se constitue, c'est une sorte de moufle. Et puis, il va falloir que les cellules interdigitales se détruisent pour que les doigts apparaissent. Eh bien, on voit que Thanatos, la destruction, la nécessité de la destruction, le signal de mort, tu dois mourir, c'est le moment de mourir, est indispensable à la survie, à Eros. Voilà, tout ça pour vous dire que ces 3 exemples nous indiquent la nécessité de forces de destruction. Parce que très souvent, on a l'idée il faut l'amour, il faut le lien, il faut... et c'est vrai que c'est nécessaire, c'est même indispensable que ça soit plus fort que les forces de délien et de destruction et de déconstruction. Mais ce serait illusoire, comme toujours, de penser qu'on n'a qu'un seul aspect de nous-mêmes qui doit être développé et qu'on ne doit pas faire avec l'autre aspect. Comme vous le savez, je vous l'ai souvent dit, je trouve que la forme du Tao, le yin et le yang, avec une partie noire et une partie blanche qui sont équivalentes, et dans la partie blanche il y a un rond noir et dans la partie noire il y a un rond blanc, c'est une des choses qui me paraît les plus pertinentes au point de vue de la description de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes contradictoires, ambivalents, et donc... Pourquoi on est bâti comme ça ? On va le voir peut-être avec les suivantes, avec les personnes qui vont intervenir. Mais on est bâti comme ça parce qu'on a besoin des forces de destruction qui vont venir équilibrer les forces de construction. J'ai écrit un article il y a très longtemps, il y a au moins 20 ou 30 ans, qui s'appelait Thanatos, destructrice des idoles. Si vous avez eu le courage de le lire, ça indique à quel point, à certains moments donnés, être possédé par un idéal du moi qui veut qu'on soit en vie d'une façon extrêmement intense, etc., nous épuise et nous fait passer à côté de notre vie, et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de nous qui dise « il y en a marre, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de rien », et qu'il y a une sorte de dépression utile et nécessaire pour pouvoir passer à une autre étape. Bon, tout ça pour dire que Eros a besoin de Thanatos, ce qui est un peu surprenant. Mais en fait, si on lit Freud, Freud n'a jamais parlé de Thanatos au sens propre du terme. Quand on prend le vocabulaire de la psychanalyse, il n'y a pas Thanatos. Il a parlé de Eros et des pulsions de destruction, mais pas de Thanatos. Et après, bon, on en discute, mais c'est pas mal d'avoir le terme, quoi. Hein. Voilà, alors donc, juste un petit mot complémentaire pour vous dire que comment on fonctionne. Pour contenir nos pulsions contradictoires,
pour contenir Eros et Thanatos, on a impérativement besoin d'une enveloppe. L'enveloppe de notre corps, c'est notre peau. Si l'enveloppe est trouée, si vous recevez un coup de poignard, si vous recevez je ne sais quoi, soit il faut, d'une part, il y a des systèmes pour reconstruire très vite l'enveloppe, et d'autre part, si on n'y arrive pas, il y a un risque mortel. Donc vraiment, l'enveloppe est un élément fondamental. Et vous verrez qu'au point de vue psychique, c'est la même chose. Vous pensez au moi peau de Anzieux, c'est-à-dire que en fait, on a une sorte de métaphore de notre peau dans notre contenant psychique. À l'intérieur, donc il faut un contenant pour que ça tourne, pour qu'on réussisse à contenir la lutte entre Eros et Thanatos. À l'intérieur de ce contenant, il faut un système qui soit à la fois hiérarchisé et autorégulé par l'homéostasie. Donc hiérarchisé, c'est-à-dire que tout n'est pas équivalent. On a certains traits de caractère qui sont plus marqués que d'autres. Et c'est normal, et c'est bien comme ça, sinon on aurait de la peine à s'y retrouver, tout au moins dans la jeunesse. Donc c'est hiérarchisé, je suis capable de reconnaître mes forces de destruction, mais je ne vais pas leur donner le pouvoir dans certaines situations. Il est important qu'il y ait une sorte de hiérarchie interne et que cette hiérarchie soit suffisamment fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle se rétablisse quand elle est troublée. Donc vous connaissez ça en TBSI, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient troubler le système, il y a une tendance à vouloir refaire toujours de la même manière, à essayer de ramener l'homéostasie telle qu'elle était avant, et en fait, elle n'est plus adéquate, et donc on entre en crise à ce moment-là. Et c'est seulement la crise qui va permettre la réorganisation interne, mais elle ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une enveloppe. Si l'enveloppe est mal foutue ou trouée, psychiquement, ben ça va donner de la psychose, c'est-à-dire on ne sait plus ce qui est le dedans, ce qui est le dehors, si c'est mes pensées, si c'est des voix qui me viennent, etc. Donc on pourrait dire que pour les psychotiques, le vrai problème c'est celui de l'enveloppe, et pour les névrotiques, le vrai problème c'est ce qu'ils font à l'intérieur de l'enveloppe. Est-ce que c'est correctement hiérarchisé? Est-ce qu'il y a une homéostasie correcte, etc. Et ça suppose un sas interne pour que ce qui vient de l'extérieur soit détruit et soit reconstruit, et ensuite adapté au milieu intérieur. Le sas interne, c'est le préconscience et le travail de symbolisation en particulier. Moi, je dirais que pour que les choses soient... qu'on digère ce qui vient de l'extérieur sans en faire un traumatisme, il faut les faire passer par le sas intérieur. Et j'ajoute un élément dans ce sas, il faut du temps de passage. De même que vous n'allez pas manger en avalant immédiatement ou alors vous serez un peu malade, de même, il y a plein de choses qui ont besoin d'un temps de passage. Un deuil, par exemple, ça va demander un temps de passage. On ne va pas pouvoir passer d'un état à un autre sans passer par un certain temps. Donc, un temps de passage. Durant ce temps de passage, après, en même temps que le temps de passage, une lente ou une rapide, ça dépend, déconstruction et reconstruction. Et une fois ça fait, la possibilité de l'intégrer au milieu intérieur et donc de s'adapter à ce qui désormais est le nouvel équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc c'était juste quelques mots pour vous donner du grain à moudre, pour vous donner une réflexion préparatoire et pour peut-être mettre en perspective cette fameuse tension qui existe en nous entre les forces de vie et les forces de mort. J'ajouterai une chose, c'est que, pour terminer, c'est que ce qui fait qu'on continue à vivre, c'est que Eros est plus fort que Thanatos, c'est-à-dire que les forces de vie doivent être supérieures, bien entendu. Mais qu'il y a des moments où les circonstances de la vie nous font vivre du délien, de la déconstruction, il va y avoir une rupture amoureuse, il va y avoir je ne sais quoi. Et très souvent, quand on donne la place à Thanatos, quand il commence à pouvoir rentrer, prendre un peu de pouvoir, parce que la situation l'amène à prendre du pouvoir, eh bien, il peut amener du délien dans tout le reste.
Et donc on va être entraîné sur une sorte de pente de déconstruction qui est nécessaire d'arrêter, quoi, à un moment donné, ou tout au moins de faire attention à ne pas partir dans un cercle vicieux de déconstruction. Or, on a tous plus ou moins cette tendance, c'est-à-dire que dans la lutte entre Eros et Thanatos, si Thanatos est nourri par plein de situations, il y a des chances pour que ça commence à diffuser dans d'autres domaines. C'est-à-dire, j'ai eu une rupture de mon couple, ben, du coup aussi je vais abandonner telle autre chose, je vais quitter ma cure, je vais faire ci, je vais faire là, je vais peut-être changer de boulot, un peu comme si progressivement il y avait une sorte de tache d'huile du délien et de la déconstruction qui doit être à un moment donné arrêtée, sinon ça peut aller jusqu'à la somatisation et la mort, quoi, hein. Voilà. La retraite, on voit bien le choc de la retraite qui donne souvent l'occasion à Thanatos de dire allez, maintenant t'es trop vieux, t'as plus qu'à crever, quoi, un truc dans ce goût-là. Voilà, alors c'est pas ce que je vous souhaite, hein. Je vous souhaite plutôt de faire gagner Eros